Je ne peux pas vraiment vous dire comment faire, je peux seulement vous dire comment j'ai fait. Trouvez un endroit confortable. Vous devez vous allonger sur le dos et vous détendre. Concentrez-vous sur votre respiration. Je suis connecté à tout ce qui existe. J'ai le pouvoir de voyager partout où je veux. Alors la projection astrale permettrait des contacts avec des êtres hors de notre monde. Je pense pas que tu devrais jouer avec ça. Pourquoi vous voulez essayer? Je voulais seulement regarder dans ce monde pour trouver ma mère. Ta mère n'est pas ici avec nous, mais il y a autre chose. Filme-toi. Vois si tu peux bouger un truc dans la chambre. Tentative astrale numéro 2. Ça n'a pas de sens. Tu peux pas enregistrer ton propre esprit. Ça semblait être un rêve, mais c'était si réel. Ne crois pas tout ce que tu vas voir. Il veut tromper ton esprit. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Que l'âme de Jésus-Christ me protège et m'éloigne du mal. Alex, il règne avec le Père et le Saint-Esprit. Tu as emmené quelque chose avec toi. Bienvenue sur Axor. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de la conscience humaine, le cas Robert Monroe. Cet homme d'affaires n'avait rien d'un gourou, et pourtant, il a documenté des centaines de voyages hors de son corps physique. Mais s'agissait-il d'une exploration de dimensions réelles, ou d'un simple bug de notre cerveau? Écoutez ce premier témoignage troublant de Monroe lui-même. Et l'auteur de ce livre, Voyage hors du corps, veuillez accueillir Robert Monroe. C'est en effet un problème. Comment suivre? Du corps à hors du corps, hein? Qu'est-ce qu'une expérience hors du corps? Eh bien, une expérience hors du corps est un état d'être, un état de conscience, un état d'action séparé et distinct du corps physique. Environ 25% de la population mondiale, je suppose, vit cela spontanément et en est consciente. Au moins une fois dans leur vie. Maintenant, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous, en tant qu'individu, vous vous retrouvez soudainement, pour une raison ou une autre. Séparé de votre corps physique, et pourtant vous pouvez penser, être, agir, mais votre corps physique est ailleurs. Il peut être à seulement 5 cm ou à 3000 km de distance. Maintenant, nous avons entendu parler de personnes qui sont supposément mortes et qui sont revenues à la vie. Est-ce aussi une expérience hors du corps? C'est en effet une expérience hors du corps. C'est une manière plutôt extrême de parvenir à cela. Vous y croyez alors? Oh oui. Donc, si quelqu'un est dans un terrible accident de voiture et que la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il flotte au-dessus, en train de regarder. C'est ce que nous appelons une expérience spontanée, en quelque sorte. Et c'est très très courant. Et aussi, une chose très importante était que tout le monde le fait. Le fait que vous ne vous en souveniez pas ne signifie pas que cela ne se produit pas. Par exemple, pendant ce que nous appelons le sommeil delta la nuit, que tout le monde traverse, c'est, selon nos recherches, probablement le moment où tout le monde entre dans cet état hors du corps. Vous ne vous en souvenez pas, mais cela se produit. Maintenant, est-ce comme un rêve? Non, c'est quelque chose de différent d'un rêve. Il n'y a pas de connotation philosophique dans notre approche. Mais c'est en quelque sorte un processus de mécanisme de recharge que vous obtenez pendant le sommeil. Quand vous avez eu votre première expérience, étiez-vous effrayé? J'étais totalement effrayé. Paniqué est un meilleur mot pour le décrire. Bête. J'ai passé, en conséquence, par tous les processus d'examens médicaux, d'examens psychiatriques, essayant de déterminer pourquoi cela se produisait. Robert, décrivez-nous votre premier corps. Pouvez-vous vous en souvenir? Oh, je m'en souviens. Vous avez toujours l'air effrayé. Oh, attendez. Très simple. J'avais rencontré un phénomène qui ressemblait à une vibration dans le corps. Et j'étais allé voir mon médecin à ce sujet, et il avait dit « Oh, ce sont juste des nerfs », et ainsi de suite. Et je devais attendre que ça passe. Que ça disparaisse, et d'ailleurs, ce n'était pas une vibration physique. Et une nuit, j'étais allongé dans mon lit,
attendant que cette vibration se calme ou disparaisse, pour ainsi dire, afin que je puisse simplement me retourner et m'endormir parce que je ne sentais pas que je devais m'endormir, ou que je ne pouvais pas à cause de cela. Cette nuit-là, j'attendais parce que c'était un vendredi soir et le samedi allait être une belle journée lumineuse avec un front froid, ce qui signifiait une bonne journée pour le vol à voile. Donc, j'étais allongé dans mon lit en pensant au bon moment que j'allais passer ce samedi à monter dans ces belles ascendances thermiques et à planer. C'était avec un planeur, soit dit en passant. Et à ce moment-là, alors que je pensais de cette manière, j'ai soudainement senti quelque chose heurter mon épaule. Et j'ai regardé, et voici. Ce qui semblait être le sol heurtant mon épaule. Et j'ai pensé, c'est étrange. Je ne me souviens pas m'être endormi. Et j'ai regardé autour et j'ai dit, il n'y a pas de tapis sur le sol. J'ai regardé de plus près et il y avait quelque chose qui dépassait du sol et qui ne devrait pas être là. Et en essayant de percevoir ce que c'était, j'ai regardé de très près et c'était le lustre. Et dans le désespoir, j'ai réalisé que je n'étais pas en train de heurter le sol mais le plafond. Et j'ai tourné dans les airs et j'ai regardé en bas et là, sous moi, il y avait le lit. Et voici ma femme dans le lit et voici un homme dans le lit avec ma femme. Oh. Et ma première réaction a été, eh bien, c'est un rêve étrange de type freudien. Et j'ai pensé, eh bien, je ferais mieux de bien regarder cet homme qui est dans le lit avec ma femme. Et je me suis rapproché un peu plus, et avec un grand choc, j'ai découvert que l'homme dans le lit avec ma femme, c'était moi. Et puis j'ai traversé cette grande vague émotionnelle que je suis en train de mourir. La mort est là. Je ne veux pas mourir. Laissez-moi y retourner. Et donc j'ai nagé jusqu'au corps, je suis rentré dedans. Et comment? Je ne sais pas. Et puis je me suis assis dans le lit et j'ai regardé autour de moi. Tout était calme. Ma femme était là, allongée dans le lit, et j'ai levé les yeux et il y avait un lustre. Et inutile de dire que je n'ai pas dormi le reste de la nuit. Le lendemain, je me suis dépêché d'aller chez mon médecin préféré, et il savait que j'étais inquiet, mais il n'a rien trouvé d'anormal chez moi. Et cela a commencé la recherche. J'ai essayé avec crainte d'éviter que cela ne se reproduise. Et comme les choses arrivent, cela se reproduit, et vous devez lutter contre la montée de panique à ce sujet. C'est ça. Je me suis endormi de nombreuses fois sans me souvenir de m'être endormi. J'ai eu ce que nous connaissons comme des rêves, ou même des cauchemars, et je suppose qu'ils sont probablement différents. Alors, comment savez-vous que ce n'était pas ça, ou que ce n'est pas ça quand vous avez une sortie hors du corps? Ça m'a pris presque un an. D'exploration très prudente pour déterminer que ce n'était pas un rêve. Comment l'explorez-vous? Ouais. D'abord, vous sortez juste un peu, vous regardez autour de vous, puis vous vous replongez dans votre corps. Ensuite, vous allez un peu plus loin, comme je l'ai fait au premier stade. Donc, en d'autres termes, vous avez un contrôle complet de la sortie hors du corps. Quand vous passez par ce processus avec précaution, oui, vous le faites. J'aurais peur de me perdre. Maintenant, je sais que cela semble idiot, mais que se passerait-il si vous sortiez, faisiez le tour du pâté de maison ou quelque chose? Vous vous perdiez, ne pouviez pas revenir? Néanmoins, Robert Monroe, je le considère comme étant le Christophe Colomb de ce qu'on appelle l'après-vie. Voilà. C'est-à-dire que Christophe Colomb a tracé la route et il a établi ce qu'on appelle une cartographie. Grâce à Christophe Colomb, on a découvert un nouveau monde. Voilà. Grosso modo, c'est l'idée. Eh bien, avec Robert Monroe, on a également découvert un nouveau monde, même si ce monde est extrêmement ancien, puisqu'il remonte à la nuit des temps. Mais pour la première fois dans l'histoire humaine, on a eu un ingénieur qui a bénéficié des fonds, donc il a bénéficié de plusieurs dizaines de millions de dollars pour parfaire ses recherches, en collaboration justement avec la CIA et le Pentagone, et d'ailleurs avec d'autres services. Et Robert Monroe, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai passé 2 ou 3 jours chez lui d'ailleurs, lorsque j'avais écrit il y a quand même quelques décennies maintenant, Enquête sur l'existence des anges gardiens, et parce que je l'avais rencontré, en fait, j'avais été invité chez chez le docteur Kubler-Ross, et ensuite, comme c'était pas très loin, donc je suis allé à l'Institut Monroe, donc pour l'interviewer. C'est un homme absolument charmant, il était déjà âgé, il avait toute sa tête, véritablement, et je me souviens notamment je me souviens en particulier d'une anecdote, puisque donc il m'a fait visiter le centre,
le centre Monroe, qui est quand même qui est assez grand, enfin c'est même très grand. Je sais pas si on peut montrer des photos. Et à un moment donné, il a ouvert une porte. Et là, je suis tombé dans une sorte de hall avec des plafonds très très hauts. Et là, il y avait, je sais pas, à peu près 120 personnes, toutes habillées de treillis militaires. Et dans ce hall, il y avait ce qu'on appelle les militaires. Là, il y avait, en fait, c'était des militaires. Ils étaient tous en rangers. Ils étaient tous, vous savez, avec des treillis, les treillis jungle verts, etc. Monroe a vu qu'il a fait une connerie. Et donc je lui demande, mais qui sont tous ces gens? Alors il m'a dit, ce sont nos stagiaires, mais là ils vont partir pour un footing de 5-10 km afin de les épuiser, parce que une fois qu'ils seront épuisés physiquement, ils pourront se détendre beaucoup plus vite et par conséquent sortir de leur corps encore plus vite. J'étais très loin de me douter que tous les gens qui étaient là, c'était la CIA. Il y avait autant de femmes que d'hommes d'ailleurs, hein, grosso modo. Je me souviens notamment d'une qui m'avait fait un grand sourire, qui avait commencé à discuter avec Monroe. Mais Monroe a mis fin à la conversation assez rapidement pour pas que je puisse comprendre de quoi ou de qui il s'agit. Et George Ritchie, justement, donc lui, il est mort dans une caserne au Texas, de mémoire, et il raconte exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il voit le lit, il se demande qui est le jeune homme qui dort là, qui a pris sa place, et il ne se reconnaît pas tout de suite, parce que quand on se voit dans le miroir, on se voit en inverse. Et en fait, lui, il était même pas certain que c'était... il pensait que c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, il ne s'est reconnu, uniquement que grâce à la bague qu'il portait, une bague spécifique de son collège Pi Gamma. Vous savez, c'est toujours des clubs, des clubs d'élite. Et c'est grâce à cette bague qu'il a compris que le corps qui gisait dans le lit, c'était le sien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Et nous, on a publié il y a longtemps un livre qui est toujours édité, on est à, je pense, la 30e ou 50e édition, ça s'appelle L'explorateur de l'au-delà, et c'est l'histoire d'un homme très connu d'ailleurs en Italie, c'est Farnèse, le palais Farnèse à Rome, qui raconte comment il est mouru, et puis en fait, comme il ne croyait en rien, il est à côté de son tombeau, parce qu'ils l'ont enterré, mais il sait pas où aller, il est bloqué là, on va dire c'est un fantôme. Et il voit sa femme venir tous les jours poser des fleurs, et il essaie de parler à sa femme qui n'entend pas, et ainsi de suite. Et c'est quelles que soient toutes ces expériences, en fait, on retrouve le même tronc. C'est très intéressant à noter. Donc, vous voyez que c'est quelque chose. Sa formation lui a permis d'avancer et surtout d'essayer de comprendre pourquoi parce qu'au début il pensait qu'il était fou. Il faut le dire. Il pensait qu'il était fou, il pensait qu'il avait un cancer même dans le cerveau. Il a fait tout un tas d'analyses, de radio, etc. Et le médecin ne lui trouvait rien du tout. Donc il comprenait pas. Et c'est à partir d'un certain moment, on va raccourcir l'histoire, mais il a compris que à chaque fois qu'il sortait de son corps, il entendait une sonnerie, un son vraiment spécifique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté une expérience qui m'était arrivée lorsque je suis tombé dans les pommes, dans les bras de Liane Folly, dans un restaurant. Figurez-vous qu'avant de tomber dans les pommes, j'ai entendu effectivement également une sorte de son de sonnerie. Donc je sais pertinemment de quoi il parle, et je confirme effectivement que quand on a ce genre d'aventure, de mésaventure, peu importe, on entend des sons, pas à chaque fois, mais de ce que j'ai pu lire de tous les témoignages, effectivement, c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. On est dans une pièce noire avec de la mousse pour stopper l'écho et les sons. Donc on n'est pas au silence 0 décibel, mais on n'est pas loin. On est dans une sorte de baignoire remplie effectivement d'un liquide très chaud et un peu poisseux. Mais une fois que vous êtes dedans, vous flottez. C'est vrai que c'est une sensation qu'on a oubliée, mais qui revient très vite. Et en fait, quand vous êtes dans ce bain, vous ne sentez plus votre corps. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a plus que vos pensées. Voilà. Et vous avez donc des écouteurs, comme là par exemple, ceux-là, et
Monroe vous envoie, donc on a également des capteurs cérébraux, et Monroe met en œuvre son invention, c'est-à-dire qu'il avait compris que pour se détendre, il faut que le cerveau droit et le cerveau gauche soient totalement détendus et synchronisés, très très important, hein, synchronisés, et que l'idée, c'est quand vous êtes allongé sur une chaise longue au bord de la plage et que vous vous reposez enfin après 6 mois de travail acharné. Hein, c'est l'idée. Et donc, vous avez des électrodes sur la tête, donc qui envoient vos signaux, vos ondes θ, alpha et ainsi de suite dans le studio où se trouve Monroe et son équipe, qui peuvent voir exactement où, à quelle vitesse vous vous détendez, entre guillemets, quelle est la fréquence de vos ondes, tata. Et donc, sa découverte a été que si, par exemple, on vous envoie 100 Hz dans l'oreille gauche et 104 Hz dans l'oreille droite, votre cerveau annule, ne garde que le 4 Hz, et c'est grâce à ces 4 Hz que votre cerveau gauche et le cerveau droit vont littéralement se synchroniser et se mettre au repos tranquille. Et donc d'abord, quelques chiffres. Alors, qui est concerné par le voyage hors du corps ? Eh bien, je dirais que c'est environ 100% de l'humanité, puisque de toute façon, à la fin de la vie physique, chacun d'entre nous va vivre une expérience hors du corps qui, par rapport à ce corps-là, sera définitive. Ça, c'est un fait avéré. Alors, ça ne veut pas dire que ça intéresse tout le monde, mais il y a quand même de l'ordre de 1 personne sur 3 à 1 personne sur 5, il y a différentes études qui ont été faites, qui vont vivre durant leur vie une expérience de ce type-là, sans pour autant la comprendre, à l'occasion, par exemple, d'une grave maladie ou d'un accident, ou alors de manière spontanée à l'occasion d'un événement, on va dire, psycho-affectif intense, ou bien, sans raison apparente, mais on verra qu'il y a des raisons, de manière spontanée aussi, quand ils sont tout seuls dans leur chambre, par exemple, au moment d'une sieste. Donc, on a à peu près 1 personne sur 3, 1 personne sur 5 qui va vivre ça. Ces gens vont s'interroger, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont un sentiment de réalité extrêmement puissant. Il leur est arrivé quelque chose, ils se sont retrouvés au-dessus de leur lit, par exemple, flottant dans l'air, et ils ont su que c'était pas un rêve. Et généralement, ils y pensent pendant des années et des années. Donc voilà, ça c'est 2 grandes catégories. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est devenir un voyageur. Alors c'est quoi un voyageur? C'est quelqu'un qui effectue à plusieurs reprises, de manière répétée si possible, cette capacité de sortir hors du corps. Alors soit elle le fait spontanément, parce qu'elle a des caractéristiques comme par exemple l'effet de la paralysie du sommeil, et ça inclut, et on va voir pourquoi, ça donne lieu à des sorties hors du corps, si la personne n'a pas trop peur de cet état-là. Soit la personne est habituée au phénomène, et est habituée à voyager, à émerger hors de son corps, et donc à visiter les endroits où il peut aller, c'est-à-dire absolument n'importe où. J'estime, mais c'est vraiment une estimation à la hache, on va voir pourquoi, qu'il y a à peu près 1 personne sur 100 000 qui est un voyageur spontané et régulier. Alors, généralement, ces gens-là sont difficiles à identifier parce qu'ils ne parlent pas. Ils parlent certainement pas devant les médias, certainement pas devant les caméras comme on est en train de le faire en ce moment, et quelquefois leur famille, quelquefois pas. Et peut-être ils arrivent à en parler quand, durant les dernières années, ces concepts-là se diffusent de plus en plus. Alors à ce moment-là, et on a des cas, encore récemment, où les gens se révèlent en disant « moi je fais ça depuis tout petit et je suis étonné que d'autres le fassent aussi », parce que souvent ils se croient isolés. Alors, ce sont des voyageurs qui, quand on parle de cela, qui ne provoquent pas le phénomène volontairement, ou pour une part d'entre eux qui ont appris à le faire volontairement. Mais la plupart ne le provoquent pas volontairement. Ça arrive, et quand ça arrive, ils en sont très heureux. Et puis il y a une toute petite frange de voyageurs qui ont compris, qui ont étudié le processus, et qui se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait augmenter le nombre de voyages. Et donc ils ont travaillé sur eux-mêmes. Alors des gens comme Bullman, je pense, aux États-Unis, ou comme Robert Monroe. Pour la science traditionnelle, l'explication est bien plus terre à terre. Ce que Monroe décrit comme une vibration précédant la sortie du corps serait en réalité une désynchronisation sensorielle. Pour certains neurologues, tout cela n'est qu'une illusion créée par le lobe temporal. Voici l'argument de ceux qui ne croient qu'aux hallucinations. Voyez, la plupart des gens, je sais qu'il se passe beaucoup de choses ici, aux États-Unis, tout le monde fait des sorties astrales, ce ne sont que des hallucinations, d'accord? Vous vous allongez, imaginez juste que vous volez ici, volez là, ce n'est pas ça. Voyez, ce qu'on appelle, malheureusement, tout devient ridicule quand toutes sortes de gens commencent à s'en occuper. Ce qu'on appelle astral, c'est que il y a 5 types de corps. Le corps physique,
le corps mental, le corps énergétique, le corps éthérique et le corps de félicité. Ce sont 5 dimensions du corps. Le corps physique, celui que vous pouvez de toute évidence voir, est une accumulation de la nourriture qu'on a mangée. Donc le type de nourriture qu'on mange a définitivement un impact sur le type de corps qu'on accumule. Le prochain est le corps mental. Quand on dit mental, on ne désigne aucune partie en particulier. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Donc il y a tout un corps mental. Et ces deux-là sont comme, ça c'est votre matériel, ça c'est votre logiciel. Votre matériel et logiciel ne sont bons à rien, à moins qu'ils soient branchés sur une alimentation de qualité. Donc la troisième couche du corps est le corps énergétique. Les 3 premiers, le physique, le mental et le corps énergétique, sont de nature physique. Ils deviennent juste plus subtils, mais ils sont toujours de nature physique. La 5e couche du corps, qui est appelée corps de félicité, est totalement non physique. Et la 4e, qu'on appelle le corps éthérique, le mot le plus proche, on l'appelle Viganamaya Kosha, le mot le plus proche, ou le mot couramment utilisé, est éthérique. Ce n'est pas ce que ça décrit, ça signifie qu'il est de nature transitoire, du physique au non-physique. Ce qu'on appelle corps astral, c'est laisser le corps physique, le corps mental, le corps énergétique et le corps de félicité intacts, et juste permettre au corps éthérique de flotter alentour. Ça veut dire que vous pouvez continuer votre activité ici parce que votre corps physique, votre corps mental, votre corps énergétique sont intacts, mais juste permettre au corps éthérique de partir, c'est une certaine forme de maîtrise. Vous ne pouvez pas juste y arriver en délirant. Ça demande énormément de sadhana à quelqu'un pour y arriver. Maintenant, quand on parle de quitter le corps, on permet juste au corps pranique de sortir, ce qui est bien plus simple. C'est une chose bien plus simple à faire et c'est une chose plus concrète, comparée au corps éthérique. Le corps pranique est physique, c'est un type de présence plus physique, c'est de l'énergie, mais c'est une énergie physique. L'éthérique est une énergie transitoire, elle n'est ni physique, ni au-delà, c'est une transition. Le corps de félicité est totalement au-delà du physique. Donc, faire sortir le corps pranique et le ramener est facile, et c'est une expérience bien plus forte parce qu'une partie physique de vous sort et revient. Le corps éthérique nécessite bien plus de sadhana, parce que ce n'est pas dans votre expérience, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher, à moins d'être à un certain niveau de sadhana et d'intensité en vous-même. Mais à chaque coin de rue, ils font des voyages astraux de nos jours. C'est juste des hallucinations. Voyez, ces choses étaient faites dans un certain but. Ça s'appelle Parakaya Pravesha. Il y a eu des écoles qui étaient fondamentalement axées là-dessus, en Inde. Simplement pour le divertissement. Ça ne vaut pas la peine d'explorer ces choses, parce que ça demande énormément d'efforts pour maîtriser ces choses. Et à la fin, quoi? Qu'avez-vous atteint? C'est sans conséquence au niveau spirituel. Alors, simple chimie cérébrale ou voyage astral. Si ce n'est qu'une hallucination, comment expliquer la précision chirurgicale des descriptions de Monroe et les résultats obtenus par son institut avec la méthode EMI5? La suite de ces expériences dépasse tout ce que nous connaissons sur la perception humaine. Regardez. Aussi aux États-Unis ou ailleurs partout sur la planète, je suppose, il y a des gens qui se sont posé la question et qui ont trouvé des réponses. Et je fais partie de ces gens-là puisque je suis un voyageur naturel, c'est-à-dire que pendant la première partie de ma vie, j'avais des expériences répétées dans lesquelles je voyageais hors du corps, je quittais mon corps et j'allais dans la ville, je me promenais un peu partout avec des vérifications a posteriori que ces événements étaient bien réels, que ce que je voyais était bien réel. Donc je me suis posé la question à la fin de l'adolescence sur le fait de provoquer le phénomène, et j'ai commencé à travailler sur ce phénomène que je connaissais, encore une fois, parce que je l'avais vécu un certain nombre de fois. Comment provoquer le phénomène, c'est-à-dire la sortir du corps? Comment faire en sorte d'avoir la preuve, hein, pour certains d'entre vous, vous cherchez à avoir la preuve que l'âme, hein, ce qu'on appelle l'âme, peut exister en dehors du corps. Effectivement, la meilleure démonstration, c'est celle de quitter son corps, en toute lucidité. Donc pour ça, on va aborder d'abord les lois fondamentales. On va expliquer ce qui va faire qu'on est à l'intérieur de son corps, ce qui va faire qu'on va pouvoir en sortir, ce qui va faire qu'on va y être amené à un moment ou à un autre. Ce qu'on appelle la matière énergétique, que moi j'ai baptisé la matière epsilon, mais qui est issue traditionnellement du savoir de l'humanité, qu'il a appelé mana, ki, prana. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que
pseudo-énergie est en fait de la matière physique, sous une forme particulière, que j'ai appelée la forme epsilon, qui est probablement due à l'action des champs magnétiques sur la matière. Donc on a quantité de matière epsilon possible à partir de la matière physique. Cet état particulier de la matière physique fait en fait le pont entre ce qu'on appelle le corps spirituel, les corps de lumière, et le corps biologique. C'est en quelque sorte la colle qui va lier les deux. Mais en fait, ça correspond à quelque chose de précis. C'est vraiment le moyen de nous incarner. Et donc, cette colle, entre guillemets, va provoquer une espèce de gravitation, une espèce de force d'attraction, une force d'association, qui va littéralement nous synchroniser avec le corps à tout point de vue. C'est-à-dire qu'on va être associé, fusionné avec le corps biologique. Et le moyen, je répète, de cette fusion, c'est vraiment la matière epsilon. C'est vraiment elle qui va nous attirer dans le corps et qui va nous lier au corps. Eh bien, cette matière va exercer cette force d'une manière discontinue. C'est-à-dire que à l'occasion, par exemple, de maladies ou d'accidents graves, la force de gravitation va baisser considérablement, jusqu'au point où elle deviendra nulle et la personne va être éjectée hors de son corps. Ce sont des circonstances qui peuvent également se provoquer à l'occasion d'événements très intenses, dans la mesure, par exemple, où je pense que je vais avoir un accident et je suis éjecté de mon corps parce que ma pensée et mon émotion sont tellement fortes qu'elles vont aller se confronter aux forces de gravitation et les déborder, être supérieures à ces forces de gravitation. Les gens qui font de la méditation, quelquefois vivent des expériences hors du corps parce que, pour une raison qu'on est en train de voir en ce moment, cette force de gravitation, cette force d'attraction, elle baisse, parce qu'en fait, elle réagit à la pression mentale. Les Chinois, la médecine chinoise dit que l'énergie réagit au mental, et que le corps biologique réagit à l'énergie. Bon voilà, en fait, tout est expliqué dans ce concept-là. Si on le comprend bien, c'est que nos actions mentales vont déterminer la gravitation, la force d'attraction plus ou moins intense qui nous lie au corps biologique. Tout ça, ça veut dire que toutes les catégories d'expériences qui vont être vécues alors que le corps biologique est relativement actif ne sont pas des expériences hors du corps. Alors là-dedans, on peut ranger des expériences de vision à distance et beaucoup d'autres choses, mais l'expérience hors du corps suppose automatiquement que le corps soit dans un état de léthargie profonde, comme moi j'appelle la stase, c'est-à-dire le niveau le plus bas possible d'activité du corps biologique. Ça, c'est le premier critère. Tout simplement parce que cette inactivité va réduire cette force d'association. Le deuxième critère, c'est, mon Dieu, si on veut être un voyageur, il faut qu'on soit conscient. Donc malgré que le corps biologique dorme profondément, il faut que la conscience soit complètement éveillée, complètement ouverte, avec toute la mémoire qui va avec. Alors, l'idée que le corps s'endort et que moi je m'endors avec automatiquement est une idée fausse. Parce qu'on part du principe que le corps c'est moi, or c'est une idée fausse qui sera vérifiée par l'expérience en direct quand on vivra l'expérience hors du corps. On verra que le corps biologique repose ici et que moi, que vous êtes ailleurs, ou à 3 mètres, ou à 10 mètres, ou à 30 km, ou bien au-delà. Donc, le corps parfaitement endormi, la conscience parfaitement ouverte et réveillée. Le troisième critère, c'est l'absence totale d'effort. Si vous faites le moindre effort, vous allez donner à la force gravitationnelle, la force d'attraction, la force d'association, eh bien une valeur qui est supérieure à 0. Et c'est pour ça que chaque fois que vous avez produit une technique et que vous avez lutté de toutes vos forces pour sortir de votre corps, et je sais qu'il y en a parmi les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez créer en fait quelque chose qui va s'opposer au résultat que vous cherchez. Alors c'est un paradoxe, parce que vous voulez sortir hors du corps, mais votre volonté va créer, mon Dieu, l'opposé de ce que vous cherchez. Alors oui, on a une manière de contourner ça. Mais oui, c'est bien le cas. Toutes les personnes qui ont réussi à sortir hors de leur corps de manière volontaire l'ont fait à l'occasion d'un moment où ils avaient relâché toute tension. Ils l'ont fait par hasard, sûrement, et dans ce moment-là, ils sont partis. Mais ils l'ont jamais fait alors qu'ils étaient en train de s'échiner de toute leur force à visualiser ou à déclencher ceci ou cela, ou à méditer à toute force. Non, ils l'ont fait quand toute tension était partie. Parce que la force de gravitation, la force d'association, elle répond à la pensée et à l'attention. Le quatrième critère, c'est l'intention de voyager. L'intention de voyager est posée pour simplement s'éloigner hors du corps et aller visiter le monde physique ou d'autres mondes. Donc je répète les 4 critères. Un corps en stase, complètement endormi, dans un état d'activité minimum, que la vie continue à courir dans ce corps, mais que le battement cardiaque soit très bas, que la respiration soit très légère, et le corps ne bouge pas évidemment. La conscience complètement ouverte, l'intention et l'absence d'effort. Voilà les 4 critères. Et tout ça, ça rejoint le paramètre, le théorème principal, qui est en fait d'arriver à un moment où cette force de gravitation est dépassée.
Alors, soit elle est dépassée, il y a deux méthodes principales. Soit elle est dépassée par des méthodes, par exemple par des méthodes énergétiques. On va, à l'aide de méthodes comme le recommande par exemple l'IAC, ils utilisent des méthodes comme le vélo pour augmenter la fréquence du champ d'énergie. Donc on va quelque part agir sur le champ d'énergie pour que cette énergie se relâche. En vibrant plus fort, la colle d'un seul coup ne va plus prendre. C'est aussi simple que ça. Et d'un seul coup, vous allez vous détacher quand vous allez arriver au niveau où l'énergie fait beaucoup de bruit et comme un orage électrique dans votre corps. Donc ça correspond à un point où la colle ne prend plus. C'est aussi simple que ça. Comme on chauffe la colle, quand on chauffe une colle, elle ne prend plus. En quelque sorte, les méthodes énergétiques chauffent la colle. Mais il y a d'autres méthodes qui fonctionnent bien, qui sont peut-être moins difficiles, mais qui consistent à surfer, c'est ce que j'ai appelé des méthodes opportunistes, qui consistent à surfer non pas comme le font les surfeurs sur les crêtes de vagues, mais sur le creux de la vague. C'est-à-dire au moment au pluriel, où l'attraction gravitationnelle est la plus faible. Et ces moments vont survenir de manière régulière au milieu de la nuit. C'est pour ça que les principales méthodes qui vont fonctionner pour les débutants vont être des méthodes opportunistes. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces périodes, ces moments où la force de gravitation énergétique est très faible, pour en profiter pour s'échapper. Je peux vous dire qu'en 5-6 minutes, je suis parti. Vous l'avez expérimenté, Pierre? Ah ben, complet. Non seulement je l'ai expérimenté, donc je suis sorti, mais ça se fait tout à fait naturellement. Hein, vous n'avez pas l'impression, c'est pas un bouchon de champagne qui saute. Hein, c'est en fait, si vous voulez, quand on est dans un état normal comme là où on se parle, nos pensées sont dans nos têtes. Enfin, grosso modo, on sait l'emplacement d'où viennent nos pensées, la parole, etc. Mais à partir de ce moment-là, si vous voulez, vos pensées sont déconnectés de votre corps, littéralement, et vous partez, et plus vous partez, plus vous vous sentez léger, et ainsi de suite, quoi. C'est assez incroyable comme sensation, hein. C'est très agréable, c'est très naturel en plus. Vous savez, c'est très naturel. Vous savez, un bébé dans le ventre de sa mère, techniquement, il sait nager. Hein, puisqu'il est dans l'eau. Hein, c'est ce que disait un grand plongeur, le recordman à l'époque, Mayol, je crois qu'il s'appelait Mayol. Il disait que c'est naturel pour l'homme de plonger, d'être sous l'eau. C'est simplement, il faut réapprendre. C'est tout un processus. Quand Monroe a publié son livre, le premier, donc que vos spectateurs peuvent retrouver chez nous, hein, au Jardin des Livres. Le livre est tombé entre les mains d'un général au Pentagone, et puis il a fait circuler le livre. Hein, je sais pas si ça c'est le deuxième, ça c'est vraiment. Le deuxième. Moi j'ai les trois. Il y a le voyage hors du corps, c'est le tout premier. Voilà, et là on a en page 2, vous voyez, on a publié, je sais pas si vous voyez bien. Là. Oui, on voit. Donc ça c'est le général Bert Stubelbein, vous voyez, spécialiste du renseignement militaire et qui a dirigé des services actifs, hein, des opérations noires de la CIA. Hein, voilà. Et il était également en poste à la NSA. Donc, et il a dit à propos de Monroe, donc le livre que vous avez lu, il a dit soit ce type est un mythomane, hein, il raconte n'importe quoi, soit ce qu'il dit est vrai, et même si on a une chance sur 1000 que ce soit vrai, il faut qu'on le teste, qu'on le mette à l'épreuve, parce que si ça fonctionne, alors là, ça change la donne pour nous. Je suis plus que mon corps matériel. Comme je suis plus que la matière physique, je peux percevoir ce qui dépasse la réalité physique. C'est pourquoi je désire profondément développer, éprouver, connaître, comprendre, maîtriser et utiliser ces énergies supérieures et ces systèmes énergétiques dans la mesure où ils se révèlent bénéfiques et constructifs à mon endroit et vis-à-vis de ceux qui me succéderont. D'autre part, je désire profondément l'aide, la coopération et la compréhension de ceux dont la sagesse, le niveau de développement et l'expérience égalent ou dépassent mes propres facultés. Je leur demande de bien vouloir me guider et me protéger contre toute influence ou tout facteur qui ne serait pas de nature à combler mes désirs tels que je viens de les énoncer. Mais toujours est-il que cette prière, absolument, elle était nécessaire parce que, effectivement, il a rencontré des entités négatives. Donc, grâce à cette phrase, il a pu se protéger. Il s'est rendu compte beaucoup plus tard qu'effectivement, il avait ce qu'on appelle un ange gardien, même s'il a toujours refusé le terme. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, moi, je les appelle pas anges, je les appelle inspec.
comme un inspecteur, c'est-à-dire une intelligence, un être d'une intelligence supérieure, etc., d'une grande évolution. Hein, je résume. Et il raconte comment il rencontre l'ange, et ensuite il y a des discussions avec l'ange. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça a été enregistré, exactement comme avec notre capsule précédente, avec Thérèse Neumann, dont les discussions et ce qu'elle voyait étaient rapportés et a été enregistré lorsqu'elle sortait de son corps et qu'elle voyageait dans le temps. Voilà. Et Monroe, avec l'équipe de la CIA, ils ont effectivement. Alors eux, ça les intéressait pas trop d'aller dans le passé. En revanche, ils ont essayé d'aller dans le futur, chose que Monroe n'aborde pas trop, ni dans son 3e livre que nous on vient de publier, qui a jamais été traduit, traduit en français. Mais ils ont réussi à aller dans le futur quand même, hein. Même si ça n'a pas très bien fonctionné. Oui, alors il y a l'anecdote avec l'ambassade des États-Unis à Moscou. Il y a pas que celle-là, mais c'est l'anecdote de l'ambassade à Moscou. Je résume très très simplement. On a demandé à l'équipe de Monroe, enfin la CIA et le ministère des Affaires étrangères, ce qu'on appelle le State Department. Le State Department a pris la décision de construire une nouvelle ambassade américaine à Moscou parce que l'actuelle était criblée de micros. Il y avait des micros partout dans les murs. Et donc, ils ont demandé à Monroe, en raison de des résultats exceptionnels que son équipe avait obtenus, d'aller dans le futur et de lui dire, de dire au State Department, donc où les Russes allaient poser leurs micros. Hein, voilà, donc de manière à ce que le bureau de l'ambassadeur ne soit pas dans ce bureau-là. Hein, voilà. Et en fait, donc deux équipes différentes sont allées hors du corps, bien entendu, dans le futur. Et en fait, ils sont tous revenus en disant mais on comprend pas, on voit rien, ça marche pas. Et donc il y a eu un brisbee entre le State Department et cette équipe qui travaille pour le Pentagone, parce qu'il y avait des factures à payer. Donc le State Department a refusé de payer la facture. C'est comme ça qu'on le sait d'ailleurs. Voilà. Et en fait, le temps a donné raison, le futur a donné raison, puisque les Américains n'ont pas trouvé d'accord avec les Russes. Pour la bonne raison, c'est que les Américains voulaient faire venir des ouvriers américains ou allemands, européens, pour construire techniquement l'ambassade. Et les Russes ont refusé. Ils ont dit non, ce sera des ouvriers russes qui vont le construire. Et donc du coup, l'ambassade n'a pas été construite à ce moment-là. Donc c'était normal que ceux qui étaient dans le futur n'aient rien capté. Voilà. Alors je sais pas combien d'années, mais je crois qu'ils sont pas allés plus loin de 3 ans, parce qu'après je pense qu'il y a une nouvelle ambassade qui a été construite, mais beaucoup plus longtemps après. Donc vous voyez que la maîtrise de cette technique de sortir du corps, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est comme un footing, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous-même, nos spectateurs peuvent s'y coller, mais ne vous attendez pas. C'est comme en natation, hein, si vous savez à peine nager, vous pourrez pas faire un 200 mètres papillon en moins de 2 minutes. Hein, c'est même pas envisageable. Il faut vraiment un entraînement progressif. C'est comme toutes les disciplines, voilà. Mais il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Hein, c'est tous ceux qui ont une expérience aux frontières de la mort, qui ont discuté avec la lumière. Hein, c'est ce que j'ai montré d'ailleurs dans le livre 888. Et Monroe, lui-même de mémoire, il a été électrocuté quand il était enfant. Oui. Hein, et c'est ça qui lui a donné cette capacité à sortir de son corps. Monroe a compris effectivement que le fait d'avoir été électrocuté, ça lui a sans doute permis d'avoir cette capacité. Et je peux vous donner l'exemple de quelqu'un qui est très proche de mes amis très proches. Donc cette personne a été dans son berceau. Il y a un éclair qui est passé par la cheminée et elle a été totalement, elle s'est pris la foudre quoi, en tant que bébé. Elle a parfaitement survécu, elle a rien eu, mais elle a des capacités effectivement à voir le futur. Tout à fait incroyable. Et je peux vous dire qu'elle ne s'est jamais trompée. Robert Monroe a ouvert une porte que beaucoup tentent encore de refermer. Entre preuve d'une vie au-delà du biologique et simple rêve éveillé, le débat reste total. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que notre conscience peut réellement quitter notre enveloppe charnelle? Partagez votre avis dans les commentaires. C'était Axor, restez en quête de vérité.